Bonjour à toutes et tous. Je me présente, je suis Gilles Luneau, je suis journaliste et documentariste et compagnon de route du trimestriel Oui Demain, qui est un des partenaires de l'événement. J'ai le plaisir et l'honneur d'animer cette table ronde sur la possibilité d'une agriculture sans pesticides et respectueuse du vivant. Et pour en parler, je vais vous présenter tous nos invités. On va commencer par Noémie Calais, qui est la seule représentante des paysannes. On n'est pas très égalitaire dans le genre, là. Noémie vient du Gers, où elle élève des porcs noirs qu'elle charcute à la ferme à Montaigu. Pour résumer très vite et sous son contrôle son CV, après des études supérieures, elle est diplômée de Sciences Po et un passage par des cabinets de conseil. Elle s'est installée en 2018, et ça c'est vraiment très intéressant, avec un collectif fermier qui s'appelle le collectif des Arbolettes, ou Arbolets, je ne sais pas comment on dit, peut-être avec l'accent du Sud, c'est Arbolettes. Ce collectif a repris une ancienne exploitation conventionnelle et s'est partagé les productions végétales pour les uns, animales pour les autres, les premiers assurant l'autonomie alimentaire des animaux et les seconds apportant la matière organique régénérant les sols. La dimension collective a facilité l'accès au foncier, la réflexion sur la restauration des sols qui était aussi très dégradée, et développé la complémentarité entre activité et solidarité entre les membres. La vieille exploitation, qui était centrée sur un élevage intensif de porcs et de grandes cultures sur 110 hectares, employait 4 équivalents temps plein. La reprise par le collectif a fait naître 5 fermes bio différentes et créé 12,5 équivalents temps plein. Leur dynamique économique est centrée sur le territoire, notamment la restauration collective et les ventes directes, et l'entraide, notamment avec les outils de transformation et les outils de vente. Voilà, Noémie raconte cette très belle histoire dans un livre qui s'appelle Plutôt nourrir, qui est paru en 2022 chez Tana Éditions. Pas tout au bout. Tout au bout, je vous présente Didier Delaporte, qui nous vient de Villerville en Normandie, qui est ingénieur agronome. Il s'est installé en 1979 en biodynamie. Ça fait vraiment partie des pionniers du genre, en maraîchage et 6 vaches laitières, avec le projet de tout transformer, de tout vendre en direct. Puis ça a marché. L'autre motivation de l'installation de cet ingénieur était de faire des recherches concrètes, de plonger dans le réel et d'en tirer des leçons. La ferme emploie 3 équivalents temps plein et demi sur le maraîchage et un demi sur l'élevage. Il confie volontiers, quand on discute avec lui, qu'il est plus éleveur de cœur que maraîcher, mais c'est le maraîchage qui prend la majeure partie de son temps. Il a transmis la ferme à sa fille et son gendre, et il ne peut pas s'empêcher de continuer à réfléchir, à regarder ce qui se passe dans les champs et à en tirer des leçons. Il va nous en parler. En 45 ans, il a fait beaucoup évoluer ses méthodes de travail du sol, d'utilisation des plantes spontanées en engrais verts, mais toujours avec les calendriers lunaires et planétaires propres à la biodynamie. Et pour être 100% autonome, il expérimente aujourd'hui l'homéopathie agricole sur les sols et sur les plantes, ce qui est assez rare. Et il a abandonné l'usage de tout pesticide, même bio. Voilà, je m'en mets. Son leitmotiv, c'est observer et s'adapter. C'est vrai pour le climat, le lien à la nature et le territoire. Il est co-auteur avec Caroline Babin-Chevet des Semis dynamiques et de Cheminer avec le vivant aux éditions Le Duc. Voilà. À ma gauche, est-ce que je dois encore présenter Alain Bougrain-Dubourg, journaliste engagé dans la défense de la cause animale et environnementale depuis les années 70, animateur de nombreuses émissions de télévision sur la vie animale et la relation des êtres humains aux sauvages. Il vient aujourd'hui nous porter le témoignage comme président de la Ligue de protection des oiseaux, la LPO que tout le monde connaît. La LPO est en première ligne pour mesurer l'impact des pesticides sur la vie faune et plus largement sur la biodiversité. Et au-delà des diagnostics posés sur le territoire, la LPO apporte des solutions, elle conseille et accompagne les acteurs dans les aménagements nécessaires au rétablissement des écosystèmes. Alain Bougrain-Dubourg a commis une foule de livres et de films. J'en ai retenu un au hasard, mais peut-être c'est pas bon. C'est une bande dessinée sortie en 2021, Lettres des animaux à ceux qui les prennent pour des bêtes, chez Glénat. Ouais. Voilà. Ensuite, avec le t-shirt rayé, Sébastien Blache,
qui nous vient de Montélier dans la Drôme. Il est ornithologue et naturaliste de formation. Avec sa compagne Elsa Garner, ils ont repris la ferme familiale du Grand Laval en 2006. Elle était conventionnelle, valorisée en marais irrigués. Elle est devenue bio en polyculture élevage. Une cinquantaine d'hectares où coexistent vergers, 120 brebis, 200 poules, 2 vaches, des cultures pour nourrir tous ces animaux et du blé pour faire de la farine, du colza, du tournesol pour faire de l'huile et des légumes secs. À part les agneaux livrés à la coopérative, tous les produits animaux et végétaux sont vendus dans un rayon de 20 km autour de la ferme, notamment via 3 magasins de producteurs. Ce modèle économique permet de dégager 2 salaires. L'intérêt aujourd'hui de son témoignage, c'est la façon dont il conduit la ferme en dialogue avec l'imprévisibilité de la nature, avec le sauvage, la façon dont sur cette ferme on partage l'espace avec le reste du vivant en lui faisant confiance. Sébastien Blache parle de réensauvagement agricole et il est un membre très actif du réseau Fermes Paysannes et Sauvages. Voilà, ce qu'il va nous raconter, c'est vraiment passionnant. Enfin, pour terminer ce panel, Thierry Caquet, c'est pareil, je ne vais pas résumer, c'est un très beau palmarès de chercheurs. Il a d'abord été spécialisé dans l'écologie aquatique et l'écotoxicologie. L'eau étant vraiment, le milieu aquatique, un domaine très fin pour voir les dégâts des pesticides. Puis il a été chef du département écologie à l'INRA, puis directeur scientifique environnement à l'INRAE. Thierry a ensuite travaillé sur la conjugaison de l'agroécologie et du changement climatique. Il a défendu l'utilisation de la biodiversité pour sortir des intrants, pour réconcilier écologie et agronomie. Ses travaux sur les phytosanitaires et l'environnement ont déclenché le premier plan éco-phyto, jamais respecté, comme on le sait tous ici. Il a été un des artisans du virage de l'INRAE en 2010, le virage de la durabilité et de l'humain, le virage de la transdisciplinarité. Il est aujourd'hui vice-président de l'INRA en charge des coopérations internationales, ce qui est aussi extrêmement important pour comparer les progrès dans le domaine. Et il va entre autres partager avec nous la vision des savants sur une agriculture européenne sans pesticides à l'horizon 2050 et sur les enseignements tirés des pratiques des paysans africains face au changement climatique. Voilà, j'ai bien résumé. Alors, avant de leur passer la parole, après cette très brève présentation qui avait juste pour but qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet, je voudrais rappeler quelque chose, on va dire, sur l'état des lieux, hein, par rapport aux pesticides et à une agriculture, la possibilité d'une agriculture sans pesticides. La France est le 3e pays européen en termes de nombre de pesticides autorisés, c'est-à-dire 291 en France, juste après la Grèce et l'Espagne, qui ont respectivement 298 et 296 matières actives autorisées, et se situe 32% au-dessus de la moyenne européenne. À l'autre bout de l'échelle, le Danemark autorise 150 produits, l'Estonie 140 et Malte 111. Une note du ministère de la Transition écologique publiée le 9 juillet dernier, basée sur les déclarations de vente des produits phytopharmaceutiques, précise, je cite, « Au cours des 10 dernières années, la quantité totale de substances actives vendues en France est restée globalement stable, autour de 70 000 tonnes, avec des fluctuations annuelles marquées liées aux effets climatiques et au comportement de stockage. » Voilà, fin de citation. Ramené au poids à l'hectare dans l'Union européenne, les Pays-Bas utilisent le plus de pesticides, 10,86 kg à l'hectare. Viennent ensuite Chypre avec 9,22 kg hectare, Malte avec 8,09 kg hectare. Et en France, on déverse 2,3 kg de matière, que ce soit engrais ou pesticides, à l'hectare cultivé. Alors, moi, je rajoute à ces données officielles qu'il faut intégrer quand même aussi à l'analyse le jeu de chat et la souris des fabricants de pesticides. C'est-à-dire leur intérêt les pousse finalement à élever la dangerosité des molécules pour moins en mettre, pour qu'une fois diluées, elles soient absolument indécelables. C'est tout le problème de la recherche. Je pense qu'on y revient là-dessus. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas forcément à trouver les résidus de pesticides. Aujourd'hui, hein, avec les derniers trucs. Je rappellerai aussi que découlant du Grenelle de l'environnement en 2008, la France a adopté le plan éco-phyto avec pour but la réduction de 50% en 10 ans de l'usage des pesticides, c'est-à-dire en 2018, que devant les lenteurs orchestrées de sa mise en application, en 2015, le plan éco-phyto 2 a reporté l'objectif à 2025, puis à 2030, avec interdiction progressive de l'usage des pesticides par les collectivités. À partir de 2017, ça c'est ce qui a été gagné. En 2024, sous la pression de la rue, le Premier ministre Gabriel Attal
a suspendu le plan de réduction des pesticides. Voilà où on en est. Enfin, pour finir ce petit tour, un rapport du Sénat estime que je cite, les différences dépenses publiques induites par l'utilisation des pesticides s'élevaient à 18,7 milliards d'euros en France en 2017. Les pesticides coûtent en fait 2 fois plus cher aux citoyens qu'ils ne rapportent aux firmes. Ces chiffres que je viens de donner intègrent l'altération de la santé et la dépollution de l'eau. Enfin, pour compléter aussi ce paysage sur la santé, alors c'est pas lié le chiffre qu'aux pesticides, mais le coût caché de la mauvaise alimentation en France est estimé à 12,3 milliards d'euros pour le système de santé, c'est les chiffres de l'année dernière. On est donc en face d'un paradoxe incompréhensible où on continue de payer pour quelque chose qui nous fait perdre et l'argent et de la santé. Du côté des bonnes nouvelles, et j'en terminerai avec ça, la France compte 61 163 fermes bio, c'est le chiffre de fin 2023, sur 2,76 millions d'hectares, soit 10,4% de la surface agricole utile française, 14% des fermes et 16% de l'emploi. Ce sont donc ces 71 163 fermes qui, tous les jours et depuis des dizaines d'années, prouvent que l'on peut cultiver sans pesticides avec succès et en gagnant correctement sa vie. Cela fait partie des vérités que l'agence bio répand et qui déplaisent à certains obscurantistes prompts à descendre dans la rue avec un tracteur. Voilà. Pour ce cadre, j'aimerais commencer cet échange par le constat de l'impact des pesticides sur les écosystèmes, l'oiseau étant un remarquable bioindicateur. Je me tourne donc vers Alain Bougrain-Dubourg. D'abord, peut-être, qu'est-ce qu'un bioindicateur ? Alors, il ne faut pas oublier que l'ombre du zèbre n'a pas de rayures. Ça ne veut rien dire, c'est juste pour foutre un peu d'ambiance. Alors maintenant, vous pouvez le ressortir à un dîner où vous vous embêtez. Ça fait toujours de l'effet. Alors, non, plus sérieusement, un bioindicateur, c'est un élément naturel qui nous permet de savoir, en théorie, où on en est. Et on a retenu scientifiquement l'oiseau comme indicateur de l'état de la biodiversité. Il y a plusieurs raisons à ça. D'abord, l'oiseau, il est présent partout, aussi bien dans le milieu urbain qu'en montagne, les zones humides, les campagnes, bien évidemment. Ensuite, l'oiseau, il est globalement accessible. Alors, on l'entend plus qu'on ne le voit, bien souvent, mais il est là. Et j'ai envie d'ajouter, il est également charismatique, c'est-à-dire qu'il peut favoriser la science participative de façon admirable, parce que même dans son jardin, on a l'oiseau, et en fonction des données qui nous sont retournées, on a des indications, et on travaille avec le Muséum national d'histoire naturelle sur ce thème dans le programme STOCK, suivi temporel des oiseaux communs. Et je rends hommage vraiment à tous les citoyens un peu amoureux de la nature. Actuellement, Faune France, qui agrège toutes les données naturalistes que chacun peut trouver, pas seulement les oiseaux, les insectes, les batraciens, on en est à 130 millions de données. C'est colossal. Faune France, vous pouvez aller chez. Et donc, ça veut dire que même si on a des raisons de se révolter face à l'indifférence, voire au mépris, singulièrement de l'exécutif, désolé, c'est lui qui est aux commandes, eh bien, on voit qu'au plus près du terrain, il y a une sensibilité de la part de la population. Alors, que nous disent ces oiseaux ? Globalement, ils nous disent que quand ils sont en nombre des populations, c'est tout le cortège du vivant, les batraciens, les petits mammifères, les insectes, bien sûr, qui s'épanouit. À l'inverse, quand les populations d'oiseaux disparaissent, c'est la biodiversité qui s'estompe. Alors, je vais prendre un peu de recul. En Europe, et puis après on verra en France, on assiste à un déclin de 25% des populations d'oiseaux en 40 ans. Et plus singulièrement, sur le secteur agricole, 57% de déclin des populations. C'est colossal. Pour vous dire un chiffre qui est révélateur, dramatiquement révélateur, chaque année, en Europe, on perd 20 millions d'oiseaux. 800 millions d'oiseaux en 4 décennies en Europe. Voilà le paysage, voilà le constat. Alors, on a une prise de conscience sur la question climatique, encore que, bon, sur la biodiversité, pas. C'est incroyable le décalage, alors que l'IPBES, autant que le GIEC, nous invite à conjuguer ces deux préoccupations de concert. Les causes, on les connaît.
et là je reprends l'IBES qui nous dit très clairement, c'est l'agriculture industrielle avec son cortège chimique. C'est valable chez nous, c'est valable en Asie du Sud-Est avec les palmiers à huile, c'est valable en Amérique du Sud avec la déforestation pour le soja, c'est l'agriculture avec son cortège chimique. Il y a également l'artificialisation, bien sûr. En France, on sait tous que ça représente près de 25 000 et même davantage, 27 000 probablement, kilomètres carrés chaque année. Et ça impacte évidemment de même que le réchauffement climatique, le dérèglement climatique, et voire les espèces invasives. Alors, en France, on n'est pas mieux lotis. 32% des oiseaux agricoles sont en déclin au cours de ces 2 dernières décennies. Prendre un exemple qui plaira aux chasseurs, la perdrix grise, elle a perdu 50% de ses populations. Que fait Willy Schren? Là, on rigole en principe. Oui, je peux simplement vous interrompre pour une question. Non, il y a des seuils de rupture d'attente dans les populations. J'ai envie de dire, ce qui me vient à l'esprit, c'est le pigeon migrateur américain, qui est l'oiseau qui a été le plus nombreux sur la planète. Audubon nous parle de milliards d'oiseaux qui passaient comme ça à l'infini. Le dernier pigeon migrateur américain était une femelle, Martha, qui est morte en 1914 aux eaux de Cincinnati. Juste avant qu'elle meure, il restait encore quelques dizaines de milliers de pigeons migrateurs américains. Et figurez-vous qu'il s'est passé quelque chose de terrible. On croyait naïvement que comme dans l'arche de Noé, il fallait un mâle et une femelle. Eh bien là, les oiseaux ont décidé d'arrêter de donner la vie, parce qu'ils n'étaient plus assez nombreux, ils n'étaient plus assez agrégés. Probablement, ils avaient peur du lendemain. Et c'est comme ça que l'espèce s'est éteinte par la faute de l'homme. Donc il n'y a pas de seuil, il y a certaines espèces, il suffit d'un mâle et d'une femelle, quelques clonages, que sais-je encore, mais bien souvent, regardez les rapaces qui s'attachent au futur. Ben, vous avez des rapaces qui vont faire moins de petits parce qu'ils savent, comment savent-ils, qu'il va y avoir moins de proies l'année de naissance. Donc c'est quand même assez sidérant. Il y a une perception de l'animal vers le futur incontestablement. Mais vous m'aviez troublé, j'en étais où? J'en étais, on va prendre une autre espèce, c'est les busards. Eh bien, les busards, 60 à 80% des nichés qui s'envolent actuellement réussissent à partir grâce à l'intervention des naturalistes qui, dans les secteurs agricoles, céréaliers, vont préserver les nids, soit retirer les poussins, soit avec l'accord avec l'agriculteur, isoler le nid pour éviter. Sans cela, 60 à 80%, les busards disparaissent sans ça. Voilà, c'est un exemple très pragmatique, extrêmement clair. Autre exemple qui me vient à l'esprit, qui est cher à la LPO, parce que c'est pas loin de Rochefort où nous sommes, l'outarde canepetière. Il y a plusieurs types d'outardes en France. Celle-là, elle a une singularité dans le sud-ouest, c'est qu'elle part migrer vers le sud, et notamment au Portugal. Eh bien, l'outarde canepetière, il reste 300 couples actuellement. Ça fait près de 20 ans qu'on se bat, mais tous les jours. On a fait des PNA. Il y a un élevage qui est conduit à Chizé, au CNRS de Chizé, grâce au département des Deux-Sèvres et au Muséum national d'histoire naturelle. On fait un boulot d'enfer. Bon, on arrive à maintenir miraculeusement 300 couples. C'est effrayant. Alors, il y a quelques agriculteurs qui sont rentrés dans cette aventure prodigieuse de sauver une espèce, de la voir s'épanouir. Et quand ça marche avec les paysans, c'est génial. Je le dis pour les outardes, je le dis pour les busards également. Moi, je suis tellement heureux, je les vois sur le terrain, de voir la fierté des paysans qui ont leur récolte, qui ont sauvé une espèce, qui ont participé au sauvetage d'une espèce. C'est la Tour Eiffel du coin. Donc c'est vraiment un patrimoine qui nous est propre à tous.
Oui. Et là, les agriculteurs qui se lancent dans la protection de la vie faune, vous les soutenez? Qu'est-ce que vous faites? Ah bah oui, on est vraiment, non seulement on les soutient, mais on tape à la porte. Alors on n'est pas toujours bien reçu, hein, je vous le dis très simplement, mais il y a des fois où ça marche. On a lancé une opération qui s'appelle Des terres et des ailes, et l'idée c'était d'aller voir les agriculteurs peut-être les plus difficiles à convaincre, notamment ceux de la FNSEA, pour leur dire est-ce qu'on ne peut pas donner une petite fenêtre de biodiversité sur vos parcelles. Et puis il y en a qui acceptent. Oh, depuis le temps qu'on a lancé l'opération, c'est plus de 10 ans, très honnêtement, on n'est pas très fiers du résultat, mais il a le mérite d'exister. Il y a près de 1000 exploitations qui nous ont accompagnés, avec lesquelles on a fait des nichoirs, des mangeoires, des hôtels à insectes. En bas de parcelles, quand sur une pente, on a fait une mare, on a planté des haies, on a fait... Et peu à peu, ça nous apprend, nous, ornithologues, naturalistes, à mieux connaître les réalités du monde paysan. Ça nous apprend à créer des liens d'amitié. C'est vachement important. Dans un combat, on doit s'aimer. Voilà, c'est important. Je dis ça aux associations de protection qui n'aiment pas la LPO. Non, je déconne. Et donc, voilà. Et c'est quand même profitable. Là, je voyais parmi les résultats 8730 aménagements multiples, des buissons qu'on a plantés, 130 mares qu'on a créées, 950 les tas de bois, bon, ça a l'air de rien, ou de pierre, pour favoriser la présence des petits, voilà, les habitats pour les hérissons ou pour les... Voilà. Globalement, ce qu'on peut dire, et puis dans la Vienne, par exemple, la LPO et le CIVAM a monté une opération avec Montmorillon et Châtellerault, concours de pratique d'agroécologie, et ça marche très bien. Là aussi, ça crée du lien. Et puis, dernier point, mais je pourrais vous en donner d'autres. Je sens que... Voilà. Juste un truc, les placettes de nourrissage pour les vautours, en Aveyron, par exemple, ça marche du feu de Dieu. On est en prise directe avec les éleveurs, et c'est une économie de 2 millions d'euros par an, parce que les carcasses vont directement sur des places de nourriture pour les vautours, et on n'est pas obligé de les emporter par camion, truc machin. Pardonnez-moi d'avoir été trop long. Non, c'était... Pensez aux zèbres qui Alors, on va faire comme Alain, on va frapper à la porte des paysans, d'abord chez une paysanne. Noémie Calais, donc quand on reprend une exploitation agricole conventionnelle, le passage en bio, c'est pas si simple. Comment on fait avec les sols morts, avec la restauration de la biodiversité? C'est un chemin parsemé d'embûches, non ? Oui, c'est un chemin parsemé d'embûches, et je vais juste faire la transition avec les oiseaux, parce que j'ai coécrit Plutôt Nourrir avec Clément, qui lui n'est pas issu du milieu agricole et qui regardait ça de l'extérieur, et il nous a vus, nous paysans, paysannes, lutter pour notre survie. Et à un moment, il a eu cette très belle phrase dans le livre qui était de dire: est-ce que les paysans vont disparaître inexorablement dans le silence comme disparaissent les populations d'oiseaux ? Voilà, donc je pense qu'on fait partie de ces espèces qui sont soumises aussi au changement climatique et à la prédation d'un certain système agro-industriel, mais nous y reviendrons. Oui, devenir paysan, c'est un parcours du combattant, et le rester, ça l'est aussi. Donc ça va être les deux axes de mon intervention. Le constat que Gilles a dressé tout à l'heure est sans appel. L'agriculture sans pesticides, c'est une nécessité, c'est urgent, et il ne faut pas qu'on se laisse cantonner au rang d'alternative, parce que se faire mettre sur le côté comme étant simplement une alternative, ça nous prive de notre pouvoir d'incarner véritablement la solution qui est très urgente. Et pour ça, pour faire cette transition agroécologique, il faut qu'on soit nombreux et nombreuses. Le collectif Nourrir, qui est composé d'une 50aine d'associations qui s'intéressent à l'agriculture paysanne, au changement climatique, à la faune sauvage également, avait lancé un appel il y a 2 ans pour qu'on soit 1 million de paysans, paysannes à s'installer pour effectuer cette transition. C'est pas infaisable, c'est le nombre d'agriculteurs qu'il y avait dans les années 80, il n'y a pas si longtemps que ça. Et pour le moment, on est à peine 400 000. Et d'ici 2030,
on sera moins de 300 000. Et il y a un grave problème de transmission des fermes, de renouvellement des générations. 40% des agriculteurs, pour le moment, ne sont pas remplacés après leur départ à la retraite. Donc, comment on s'installe? Et effectivement, comment on s'installe? Il va falloir qu'on accepte de s'installer sur des fermes. Juste comment on s'installe en bio? Oui, comment on s'installe en bio? On se certifie, on appelle le certificateur et on sait que le chemin va être long. Moi, je me suis installée sur une ferme donc, qui avait été en céréales conventionnelles et en porc intensif pendant 35 ans. Et j'ai eu de la chance parce qu'il y avait déjà un collectif qui était en cours de création. Donc le travail initial de se rencontrer, de faire toutes ces premières étapes, de défricher le juridique, la comptabilité, de trouver la terre, de trouver le foncier, de trouver une personne qui acceptait de passer son foncier à des gens qui n'étaient pas de sa famille. Ça, c'est quand même quelque chose d'extrêmement militant de nos jours. Enfin, il y avait quand même une personne de sa famille dans le lot du groupe. Mais elle a quand même accepté de passer ses terres en fermage, en location, à plein de gens qu'elle ne connaissait pas, mais elle a accepté de faire cette transition. Elle a accepté qu'on fasse différemment, qu'on ne reprenne pas son atelier initial et qu'on fasse à notre sauce. Et en fait, pour nous faciliter la vie, elle a passé, avant notre reprise, elle a commencé à passer certaines de ses terres en bio. Donc, en fait, on peut tous aller vers ces transitions-là. Et je pense qu'il y a quelque chose d'important à garder en tête, c'est que nous, notre génération, on s'est installés à plusieurs, en collectif, en bio, etc., elle, son métier, c'était de faire quelque chose d'autre, c'était de l'intensif, du porc sur caillebotis. Mais c'est quand même elle qui nous a passé la terre et c'est elle qui a fait cette conversion bio pour qu'on s'installe. Donc si on pouvait ne pas se juger entre paysans, entre agriculteurs, je pense que ça ferait beaucoup de bien à tout le monde et que ça accélérerait cette transition. Donc devenir paysan, pourquoi? Parce que c'est un métier extraordinaire qui est riche de sens, riche de liens au végétal, à l'animal, riche de liens humains également. C'est un métier qu'on a du mal à faire tout seul, ou alors on peut essayer de le faire, mais au prix de notre santé physique et mentale. Enfin voilà, moi ce métier je l'aime, mais je dois vous dire qu'il n'est pas facile tous les jours, tant sur le plan physique qu'économique. Et moi, j'ai décidé d'y aller après avoir fait autre chose dans la vie. J'avais fait Sciences Po Paris, rien ne me prédestinait à devenir paysanne, mais moi, ce sont des soucis de santé qui m'ont amenée à questionner mon environnement et ce que j'allais faire concrètement pour le monde de demain. Je me suis dit, j'ai pas envie de continuer à mettre des produits chimiques dans la terre, dans le sol, dans l'eau, et je préférais concrètement aider à créer quelque chose d'autre. Et mon parcours a l'air atypique, mais en fait, il ne l'est pas, parce que en ce moment, les porteurs de projets, il y en a 50 à 60% qui sont non issus du milieu agricole. Donc c'est une lame de fond, c'est pas juste un effet de mode, ça fait vraiment des années que ces chiffres-là se vérifient, se confirment. Et quand on n'est pas issu du milieu agricole, on va avoir des besoins spécifiques pour être accompagné, formé, trouver du foncier, payer ce foncier, financer notre installation agricole et avoir un petit coussin de secours aussi, parce que les premières années, on fait des erreurs. Et ces erreurs-là, généralement, elles coûtent cher. La ferme moyenne en France, c'est 69 hectares à peu près. Le prix moyen à l'hectare, c'est plus de 6 000 €. Donc ça ferait déjà, rien que pour le foncier, plus de 400 000 € à débourser, juste pour avoir le foncier, qui est l'outil de travail de base. Et avec ça, on n'a pas le bâti, on n'a pas le matériel, on n'a pas le cheptel. Ça fait un gros billet. Nous, sur notre ferme, on a commencé en étant en fermage, donc en location auprès de la cédante. Et quand il a fallu racheter pour qu'elle puisse prendre sa retraite, la question s'est posée. En fait, ça allait être très cher et on est déjà suffisamment fragilisé économiquement par des tas d'autres hausses des prix sur les matériaux, le grain, etc. Et là, c'est Terre de Liens qui nous a aidés à franchir le pas de l'achat du foncier pour que nous, on puisse pérenniser notre installation, pour qu'on puisse aider à installer des nouveaux et des nouvelles. D'ailleurs, on cherche des céréaliers ou céréalières pour une 50aine d'hectares qui se libèrent suite au départ à la retraite, maintenant effectif, si jamais il y a des porteurs de projets dans la salle. Et en fait, ça nous permet déjà de penser à la suite. L'agriculture, c'est quelque chose qu'on fait sur le temps long. Donc même quand on s'installe à 25, 30, 35 ans, on pense déjà à notre transmission. Quand je me suis installée en 2018, le prix du foncier avait doublé en 15 ans. Dans le Gers. Moi, je n'ai pas envie que dans 15 ans ou dans 20 ans, les suivants soient obligés de racheter une terre encore plus chère que maintenant, en sachant que le métier sera encore plus difficile pour elles et eux, parce que le changement climatique est fort, que ça va vite, que les intempéries, les sécheresses ou les inondations sont de plus en plus violents et violentes. Voilà, donc on est ravis d'avoir sorti les terres une bonne fois pour toutes de la spéculation. Après, rester paysan.
Ça aussi, c'est assez compliqué. Il y a la question du revenu, on pourrait faire une table ronde complète là-dessus. Juste un petit mot, il y a 20% des agriculteurs en ce moment sous le seuil de pauvreté, 50 000 agriculteurs sur les 400 000 qui bénéficient du RSA, socle ou prime d'activité, sachant que le taux de non-recours est de 50 à 60%. Donc en fait, des agriculteurs qui bossent dur pour rien, qui sont des travailleurs pauvres, il y en a énormément. Et les Restos du Cœur dans le Gers sont venus nous annoncer qu'il y a une nouvelle population qui est venue taper à leur porte l'année dernière, c'est les agriculteurs. Donc la crise est rude et voilà, on n'est pas seulement sur une urgence environnementale, mais aussi sur une urgence sociale. Rester paysan, ça veut aussi dire avoir des débouchés. Donc moi, je suis en vente directe, je suis ravie de ce choix. Ça veut aussi dire soutenir l'agriculture biologique, qui malheureusement est complètement dénigrée et laissée de côté par les politiques publiques actuelles, alors que c'est un énorme levier du changement pour aller vers cette transition agroécologique. La restauration collective a un énorme effet de levier. La loi Egalim, qui est de 2018, prévoit qu'il y ait 20% de produits bio dans les cantines. Au national, on est seulement à 6%. C'est très très peu, et pourtant quand on met de la volonté politique dans tout ça, ça change la donne. Dans le Gers, les cantines qui sont gérées par le département, donc 10 000 repas par jour, ils sont à 67% de produits en bio. C'est absolument énorme, et en fait c'est aussi ce genre de choses qui permettent aux producteurs et aux productrices de sécuriser leur volume et de rester en bio sur le long terme, et de pouvoir aussi se libérer du temps pour aller sur les marchés de plein vent, parce que le marché de proximité à côté de chez nous, s'il fait un peu trop chaud ou un peu trop froid ou qu'il y a un peu de pluie, on n'est pas sûr de vendre toute notre marchandise à tous les coups. Donc la restauration collective, énorme levier. Deux choses pour terminer sur devenir paysan et le rester, c'est les outils de production et de transformation sur nos territoires. En fait, l'agrandissement des fermes et l'industrialisation de l'agriculture ont aussi industrialisé tout ce qui nous sert d'intermédiaire pour transformer nos produits. Donc je peux parler de légumerie, de meunerie, d'abattoirs, d'ateliers de découpe. Tout ça, ça a soit disparu de nos territoires, soit c'est devenu tellement grand que ça n'est plus accessible pour nous, les agriculteurs de plus petites fermes. Par exemple, dans le Gers, moi je suis éleveuse, donc je vais plutôt parler d'abattoirs et de salles de découpe. On n'avait plus d'abattoirs depuis 2017. Je suis obligée, depuis 2017, j'étais obligée d'aller dans un autre département, de faire 1 heure ou 1 heure et demie de route sur les coteaux avec mes animaux à l'arrière pour emmener mes bêtes à l'abattoir. Donc là, heureusement, suite à la mobilisation de plus de 200 éleveurs et le soutien des collectivités territoriales, un abattoir multi-espèces vient enfin de réouvrir dans le Gers. Ça change tout. Et ensuite, il faut bien découper la viande, faire sa transformation. Et nous, on a cette chance folle sur notre territoire. Et je sais que c'est un privilège parce que d'autres ne l'ont pas. On a un atelier en CUMA, donc coopérative d'utilisation du matériel agricole. On est 40 éleveurs à s'être mis ensemble pour partager cet outil, partager les investissements. Et il y a vraiment des agriculteurs qui mettent un temps bénévole absolument extraordinaire dans ce genre de projet. Donc généralement, ce sont des agris qui sont installés depuis assez longtemps pour pouvoir avoir les épaules un peu solides et développer ce genre d'outils qui servent à tous et à toutes. Et vraiment, en tant que porteuse de projet, si j'étais arrivée sur un territoire où il n'y avait pas cet outil-là, je ne sais pas comment j'aurais fait. J'aurais probablement dû investir plus d'une centaine de milliers d'euros sur ma ferme pour créer mon atelier, et ensuite j'aurais été enchaînée à des dettes, encore plus que maintenant, je veux dire, et à du volume. Et en fait, le volume, au bout d'un moment, quand on est fragilisé par les aléas climatiques ou des aléas économiques, c'est compliqué. J'aurais dû mettre plus d'animaux sur ma parcelle, intensifier, et je pense que je n'aurais pas pu faire les choix de décroissance, disons-le, qui ont été les miens pour m'adapter à ces changements-là. Et dernière chose, être éleveur en plein air, ça devient très compliqué. Le tapis rouge est déroulé dans les politiques publiques depuis des années à l'élevage intensif, à l'élevage industriel, qu'on ne devrait même pas d'ailleurs appeler élevage. Jocelyne Porchet a beaucoup travaillé sur les mots qu'on emploie, et elle insiste sur le fait que l'élevage, c'est une relation sensible à l'animal, et que quand on industrialise, qu'on enferme les bêtes, c'est de la production animale, mais ça n'est plus de l'élevage. Le cadre réglementaire se resserre autour de nous et nous impose à nous, éleveurs plein air, donc volailles, porcs, mais c'est aussi en train de cascader vers les ruminants, des normes, des standards qui sont les standards de l'industrie, de l'intensif.
En fait, les contrôles et les normes qui nous empêchent d'exister, ce n'est pas du tout les normes environnementales ou les contrôles de l'OFB comme on l'entend énormément depuis un an. Vraiment pas. Ça, au contraire, c'est pour préserver notre métier, notre outil de travail demain. Non, ce qui nous empêche vraiment de faire notre métier, de nous installer ou de continuer, ce sont ces standards d'industrialisation. Donc chez nous, ça s'appelle les normes de biosécurité. À la base, c'est très logique, hein, c'est pour éviter d'avoir des maladies qui rentrent sur nos élevages. Sauf que ce qu'on nous demande, c'est complètement hors sol, et c'est d'aller vers un enfermement des animaux, de mettre des sas sanitaires, des sas de désinfection pour les camions. Moi, j'ai pas de camion, donc bon, je suis hors la loi. Un sas sanitaire, il en faudrait un à l'entrée de chacun de mes parcs. Donc, imaginez, pour les éleveurs plein air, ça ne tient pas la route, c'est pas possible. Interdiction d'avoir des animaux de compagnie autour. Donc, que faire quand on vit sur place? En fait, on est vraiment en train de créer, avec ces normes-là, une rupture avec le vivant. Parce que ça s'accompagne également d'abattages totaux, d'abattages préventifs des troupeaux. Donc la grippe aviaire a eu beaucoup d'impact sur la faune sauvage aviaire, mais elle a eu un impact énorme sur les éleveurs de volailles. Dans le Gers, il y a une dizaine d'années, avant ces crises de grippe aviaire, des éleveurs de volailles, il y en avait 650, maintenant il n'y en a plus qu'une centaine. Et ce ne sont pas les gros qui ont arrêté leur activité, ce sont bien les plus petits, parce que demander à un éleveur d'enfermer ses bêtes et ensuite de devoir tuer des troupeaux complets, même quand les volailles sont saines, juste pour préserver les intérêts exportateurs d'une filière, c'est extrêmement violent. Voilà, donc là, c'est en train de cascader vers le port. Je suis dans des réunions régulières avec le ministère sur ce sujet-là, et croyez-moi, il y a déjà beaucoup d'éleveurs autour de moi qui ont arrêté leur activité en port plein air parce que les premières normes coûtaient très cher. Et là, l'étau est en train de se resserrer. Une très belle tribune qui était sortie dans Le Monde en février 2022 par Jocelyne Porcher, Charles Stepanoff et Frédéric Keck, qui finissait par ces mots: « Sans reconsidération de la valeur de l'élevage en plein air et des richesses matérielles et immatérielles qu'il produit, il n'existera bientôt plus dans nos rapports de travail avec les animaux de ferme que la violence industrielle. » Voilà pour mon intervention. Je passe la parole au suivant. Bien, je vais passer la parole à Didier Delaporte. Tout simplement, Didier, vous avez 45 ans d'agriculture sans pesticides, en biodynamie, en permaculture pour le maraîchage. Quelle leçon en tirez-vous, vous qui avez un background en plus d'ingénieur agro, voilà, 45 ans de pratique sans pesticides, quelle leçon on en tire? Excusez-moi, je vais commencer par dire que je suis impressionné par les intervenants précédentes, chiffrées, etc. Et que moi, je vais juste me contenter de témoigner de ce que je fais sans aucun chiffre d'autre chose. Je suis désolé. Et donc là, par rapport à ça, ce que ça montre simplement, c'est que c'est complètement possible. C'est-à-dire que là, ma fille, qui a fait Sciences Po aussi, et qui ne devait pas reprendre la ferme, qui finalement a repris la ferme quand son petit avait 6 mois, elle s'est dit « je ne vais pas l'élever en ville », elle est revenue sur la ferme. Et elle a repris la ferme sans avoir besoin de faire aucun emprunt. Et là, ils ont repris la ferme avec son mari, ils se sont associés avec ma femme qui est plus jeune que moi, et ils ont pu faire tout sans faire aucun emprunt, quoi. Il n'y a pas eu besoin. Je crois que des fermes qui n'ont pas d'emprunt, je crois qu'il n'y en a pas beaucoup. Hein. Je pense qu'on doit les compter sur les... Et donc, c'est pour dire simplement que sur des petites structures où on est totalité en vente directe, en fait, on ne s'enrichit pas, hein, mais on vit sans problème, quoi. Et en bio, et bon, la bio qu'on a va loin dans la bio, c'est-à-dire qu'on n'utilise pas du tout j'ai envie de dire de pesticides bio, c'est-à-dire que dans le mot cide, il y a pour tuer. Dans notre objectif, c'est pas du tout de tuer, c'est toujours de stimuler la vie et de rendre plus fort la santé pour qu'il n'y ait pas besoin d'être inquiété par les parasites, quoi. Et bon, il n'y a peut-être pas beaucoup de maraîchers dans la salle, mais on est sans aucun voile anti-insectes. Vous pouvez vous promener dans les campagnes chez les agriculteurs bio, les maraîchers,
voile anti-insectes pour les carottes, pour les poireaux, pour les choux, pour tout ce qui est crucifère, et parce qu'il y a des problèmes de déséquilibre, quoi. Et si on va loin dans le fait de ne pas du tout tuer et d'avoir pour base principale la vie du sol et de stimuler la vie à son maximum, et ben en fait, on voit que ça fonctionne fonctionne bien, quoi. Et du coup, bah, c'est économiquement bien plus viable. Parce que les voiles anti-insectes, ça coûte cher à mettre, ça coûte cher à retirer, etc. Quoi. Il y a toute une partie du travail qu'on s'épargne, en fait, parce que ça fonctionne. Alors, pourquoi ça fonctionne? Bah, c'est que, à force d'observation, moi, je suis plutôt chercheur de cœur que producteur. Je m'étais associé avec un ami qui me disait, mais t'es maraîcher? Je dis non, je ne suis pas maraîcher, je fais des légumes, mais c'est pour observer, pour regarder ce qui se passe et améliorer les techniques. Il dit, mais enfin, c'est quand même pour être maraîcher. Je dis non, c'est plus je suis chercheur de tempérament, quoi. Et dans nos pratiques, on a changé énormément en 45 ans, quoi. C'est pas du tout que ça a évolué, et c'est ces 10 dernières années, excusez-moi, où on a le plus évolué, quoi. Et une des grandes évolutions qui, je pense, stabilise beaucoup la biodiversité, c'est qu'on est en allée enherbée, on laisse pousser les plantes spontanées, on les limite au niveau du rang de culture pour que la culture soit dominante, que ce soit elle qui règne la chose, qui dirige le lieu, quoi. Et ensuite, on laisse les plantes pousser, et dans les allées, on les laisse pousser. Et donc, on a une création de biomasse très importante sur place. Et depuis 1999, on n'a mis aucun apport sur les cultures de maraîchage, quoi. Il n'y a que les courges et les céleris où là, il faut un apport de compost. Ceci dit, on a des vaches aussi, on n'en avait que 6 actuellement, mais ça suffit complètement par rapport à nos besoins au niveau fumure, vu qu'on en met sur à peu près rien en extérieur, quoi. Et sous abri, on en met encore, quoi. Et c'est cette diversité de plantes autour de nos cultures qui crée cette harmonie, qui crée cet ensemble d'insectes autour des cultures et qui fait que ça fonctionne, en fait, quoi. Et j'avais été étonné, il y a eu une nouvelle mouche du poireau, quoi, une nouvelle larve qui vraiment imposait les voiles anti-insectes. Et puis donc, nous, on s'est dit, qu'est-ce que ça va faire chez nous? Et effectivement, j'ai vu les bouts des feuilles des poireaux qui étaient avec une mineuse dedans, c'est-à-dire que le petit verre est à l'intérieur de la feuille, mais ça s'arrêtait là, quoi. Et bon... Mais ils en avaient tout ça. Mais ça s'arrêtait au bout de la feuille, ça descendait pas, quoi. Et j'ai regardé de plus près, et j'avais une larve de cirfe. La cirfe, c'est là une petite mouche qui ressemble à une guêpe, qui est rayée de jaune et de noir, qui vole sur place, comme ça, là. Et là, il y avait sur chaque poireau une larve. Cette larve, elle est réputée pour être aussi bonne que la coccinelle pour manger les pucerons, quoi. Mais sur mes poireaux, il n'y avait pas de pucerons. Donc, j'en ai déduit qu'ils venaient manger les larves quoi, c'était pas une mouche, c'était un papillon du poireau, quoi. Et ça suffisait pour faire disparaître. Et là, le cirfe, quoi, c'est un insecte qui, c'est pas comme les abeilles, c'est un insecte qui butine tout, hein, toutes les fleurs. Donc, avec 50 mètres à la ronde, ça lui suffit bien pour vivre, ça va pas chercher bien loin, quoi. Donc, si on n'avait pas eu nos allées enherbées avec plein de la véronique, de la renouée, plein de fleurs et tout, on n'aurait pas eu les cirfes aussi proches de nos poireaux, quoi. Et donc, on n'aurait pas eu cette possibilité d'avoir une larve sur chaque poireau. Et puis, c'est un insecte qui est quand même sympa, parce que la coccinelle, elle va mettre tout son paquet au même endroit, puis ça va protéger cette plante-là. Mais que la larve de cirfe, elle est très, très... Quoi, le cirfe, il va répartir de façon vraiment comme il faut, quoi. On a beaucoup surestimé la coccinelle. Oui, en fait, les cirfes sont plus efficaces que les coccinelles, mais les coccinelles sont bien efficaces quand même aussi, hein. Voilà. Et puis la coccinelle elle-même mange les pucerons. Donc que là, les cirfes, c'est une butineuse, hein. Donc la coccinelle, elle, s'il y a des pucerons, elle va venir, elle n'a pas besoin d'autre chose que le puceron pour venir. Que les cirfes, il faut qu'il y ait toute une harmonie pour qu'il y ait des cirfes dans le lieu, parce que... S'il n'y a que du poireau et que des pucerons et que des larves de mouches du poireau, la cirfe, elle ne peut pas être là, quoi.
parce qu'elle n'apporte pas à manger elle. Donc il faut vraiment c'est intégré dans une diversité, quoi. Donc on va dire que c'est un exemple. Je pense que la raison, la principale qui fait que ça fonctionne très bien, c'est que dans un système où on n'a aucun apport comme le nôtre, c'est la vie du sol qui crée la fertilité, c'est la vie du sol qui solubilise les éléments. On n'apporte pas du tout d'éléments solubles, donc la plante, elle est sans apport. Et donc c'est la vie du sol qui permet de mobiliser les éléments et les rendre solubles pour que la plante puisse en profiter. Et là, c'est la plante qui crée cette vie du sol par ses sécrétions racinaires. Une plante, s'il y a besoin, elle peut produire plus de 20% de sa biomasse en sécrétion racinaire, quoi. Et donc, elle nourrit complètement la vie du sol en fonction de ses besoins à elle, et du coup, elle va être nourrie exactement comme elle a besoin, quoi. Elle n'est pas engorgée par un produit qu'on va mettre en trop et qui va la déséquilibrer. Si on met un peu trop d'éléments solubles, la plante, elle n'a pas le choix, elle se nourrit par osmose. Donc, ça rentre dedans. Si elle a trop de sel dans son organisme, elle n'a pas d'autre choix que de prendre de l'eau pour rééquilibrer le truc. Et si elle prend de l'eau, elle crée un milieu favorable aux champignons. Elle peut avoir un excès de sève favorable aux pucerons. Et en fait, c'est tous ces déséquilibres de départ qui font que la plante n'a pas la santé qui fait qu'on puisse se passer de produits cides. Il faut peut-être que je m'arrête. Ah oui, non, c'est magique. Peut-être quelques mots aussi sur le calendrier des semis. Alors c'est important. Si on me lance là-dedans, vous êtes mal barré. Non. 3 minutes. 3 minutes. Ça, donc j'ai fait des études d'ingénieur agronome parce que mon père nous a dit que c'était pas possible de reprendre la ferme, que c'était pas viable, etc., qu'il fallait faire autre chose. Et puis j'étais très bon en maths, donc j'en ai profité. Et pendant mes études, je tombe sur une conférence, les influences cosmiques en agriculture. C'était pas l'école qui avait provoqué la conférence, hein. Au sortir de la conférence, je savais que je ferais des recherches là-dessus. C'était en 73. Et donc là, aussitôt, je me suis renseigné de plus près, j'ai vu que c'était issu de la biodynamie. Je connaissais déjà les bases philosophiques de ça, mais je n'avais pas vu qu'il y avait des conséquences agronomiques. Et donc, j'ai fait des formations par Maria Thun, qui est celle qui a mis en place les calendriers lunaires et planétaires, quoi. Et donc, je l'ai rencontrée en 75, j'ai suivi de petits séminaires avec elle. Et aussitôt, je me suis lancé dans l'observation de la météorologie en fonction de la position des planètes dans les constellations. Donc ça, depuis 1976, je note 3 fois par jour la pression, la pluviométrie, etc., les nuages. Et je bien fait rire mes enfants et ma femme pendant un certain temps avec ça, parce qu'ils disaient, mais il est têtu à continuer à marquer tous ces trucs tous les jours. Et puis maintenant, je suis co-auteur du calendrier des semis lunaires et planétaires du mouvement de biodynamie, et je fais toute la partie influence des planètes sur la météorologie, quoi. Et donc voilà, c'est un autre secteur. Merci Didier, c'est passionnant, hein. Je vais passer la parole à Sébastien, hein, comme Noémie, vous avez l'expérience de la reprise d'une ferme conventionnelle intensive. Vous avez commencé par quoi pour aller sans pesticides? Bonjour, donc du coup, moi, il faut que je vous dise un petit peu qui je suis à l'origine. Moi, j'ai fait des études agricoles et j'ai travaillé dans la protection des cultures, donc justement les pesticides. J'ai étudié ça en BTS et assez rapidement, j'ai compris que c'était extrêmement problématique, hein, l'expérimentation avec des molécules. J'ai participé à essayer de trouver des molécules qui concurrencent les imidacloprides, donc qui sont en fait les néonicotinoïdes, hein, dans les betteraves sucrières. Je connais bien ce problème-là. Et j'ai pas voulu continuer dedans. Je me suis retrouvé du coup à la Ligue de protection des oiseaux, qui s'appelait pas tout à fait comme ça à l'époque. Ça s'appelait Centre ornithologique Rhône-Alpes, c'était dans la Drôme. Puis c'est devenu la Ligue de protection des oiseaux, objecteur de conscience. Et j'ai repris mes études. J'ai fait de l'écologie, le PHE ici à la Sorbonne. Et finalement, j'ai travaillé pendant 20 ans à la LPO, d'où ma connaissance d'Alain, etc. Et ça m'a amené à travailler, puisqu'au début, ma passion, c'était plutôt les vautours, les oiseaux de montagne.
les Merlaplastron et toute cette clique. Et puis à un moment donné, effectivement, quand les indicateurs du muséum sont sortis en nous disant que les oiseaux des milieux agricoles déclinent, bah nous, les ornithos de l'époque, on ne regardait pas les zones agricoles. On s'en occupait pas, on pensait même qu'il n'y avait pas grand-chose là-bas dedans, finalement. Et on s'est orienté petit à petit là-dessus. Et puis, effectivement, on s'est rendu compte que bah, ça déclinait très fort et que ce qui était dit, bah, c'était vrai. Alors moi, j'étais petit-fils d'agriculteur des deux côtés, petit-fils de chasseur des deux côtés. Et j'ai travaillé, et j'ai couru après les alouettes, j'ai couru après les perdrix, j'ai couru après tout ça, gamin. Et effectivement, on voyait bien que ces alouettes, il y en avait de moins en moins. On voyait bien, on comprenait bien ces trucs-là. Et quand en 2006, mon père a hérité de terres agricoles, ça a fait comme un déclic. Je me suis dit, mais en fait, est-ce qu'en devenant paysan, il n'y aurait pas moyen de faire quelque chose de concret pour essayer de mettre en place mes valeurs et ce que je défends à la LPO, mais de le faire moi-même. Parce que depuis 10 ans à la LPO, on fait des choses formidables, mais c'est sacrément lourd, c'est sacrément dur pour arriver à emmener avec soi des structures, des chambres d'agriculture, des instituts techniques, etc., l'INRA. C'est compliqué. Et en fait, on passait une énergie mais colossale. Et ça manquait pour moi de concret. Bon, je dénigre pas du tout ce qui est fait et ce qu'il faut faire. Il faut absolument que tout le monde continue à travailler là-dedans. Mais voilà, c'était ça qui m'a amené là-dedans. Alors bien sûr, reprendre une ferme, passer en agriculture biologique, c'était évident pour moi. La question se posait même pas. Donc effectivement, ça se fait très simplement par le papier. Mais après, la réalité, c'est que en fait, reprendre une ferme qui n'existe pas, puisqu'en fait, ça n'existait pas. J'ai repris une parcelle agricole, moi. Et le challenge était d'autant plus intéressant qu'en fait, les enjeux, ils étaient de reprendre une parcelle qui avait été remembrée en 73. Hein, tu vois, quand tu parlais 73, donc l'année de ma naissance, remembrée, toutes les haies à raser, les fossés alignés, les ruisseaux mis en ligne droite, les routes, etc. Et en fait, moi, j'ai hérité de cette page blanche. Et sur cette parcelle, bah, j'ai passé mon enfance, parce que j'ai grandi là, et j'avais toujours vu, en gros, du maïs. C'était la grande époque du maïs irrigué, la PAC subventionnait plus les maïs irrigués que les cultures en sec. Donc, mon oncle avait pris la suite, bah, c'est normal, il faisait du maïs irrigué, en conventionnel. J'ai toujours eu du maïs. Et c'était hyper intéressant. Et moi, ce qui m'a passionné dans le projet, c'était de se dire, ben, allez, on a cette carte blanche qui correspond à quand même pas mal de territoires de France, en fait, de territoires qui ont été très malmenés par les remembrements, dans lequel une agriculture industrielle s'est développée. Et le premier truc que j'ai fait, le premier réflexe, j'ai fait un état des lieux. Ça, c'était mon travail. J'ai fait un état des lieux d'ornitho. J'ai fait ce qu'on appelle un cadra, c'est-à-dire qu'en gros, j'ai cartographié tous les couples d'oiseaux nicheurs sur ce site-là pour avoir un état des lieux. Voilà. Et de façon technique, pour se dire, bah, qu'est-ce que ça va donner. Moi, je ne savais pas trop où j'allais, à vrai dire. Hein. Mais qu'est-ce que ça va donner. Et puis 20 ans plus tard, donc on est 20 ans plus tard maintenant, parce que c'était en 2006, 20 ans plus tard, la ferme a grandi. Alors tout ce qu'a expliqué Noémie, on le vit, hein, c'est notre quotidien. On a des animaux, enfin je ne vais pas redire tout ce qu'elle dit, parce que c'est vraiment c'est la vérité absolue. Mais avec ma compagne, donc on s'est accroché, on s'est battu pour essayer de pérenniser notre projet. Puisque mine de rien, selon les types de projets qu'on a, eh bien, il y a quand même une espèce de corrélation avec la surface pour pouvoir arriver à sortir quelque chose. Et moi, il y a une valeur qui me semblait être assez fondamentale, c'était la valeur de la paysannerie, donc que je revendique vraiment, hein, au-delà des syndicats, c'est vraiment, voilà, je me sens paysan. Et après, il y a une deuxième valeur qui me semble être fondamentale pour réussir ce challenge de changer les tendances de perte de biodiversité dans les espaces agricoles, ça me semblait être la polyculture élevage. Alors, en agriculture biologique, évidemment, mais la polyculture élevage. Parce que la polyculture élevage, il me semble que c'est quelque chose qui, de fait, génère, ce qu'Alain disait, des habitats. Mais en fait, il y a quand même besoin de deux choses dans une ferme pour faire revenir le vivant.
Il faut de la diversité d'habitat. Là, c'est de l'écologie stricte, mais c'est la réalité. Il faut donc de l'hétérogénéité et il faut de la connexion de ces habitats. Et tous ces boulots qu'on a menés sur la trame verte et bleue et tout, là, enfin, ça devenait concret. En gros, à un moment donné, on se disait, si on a un lézard, si on a un crapaud sur la ferme, alors je vous parlais de parcelles qui étaient 30 hectares d'un seul tenant. On redivise tout ça, on met des haies, des bandes enherbées. Est-ce que si on a aujourd'hui, il faut qu'un crapaud il puisse se promener de partout sur la ferme? Et si c'est le cas, eh bien, peut-être qu'on va commencer à produire des effets. Et c'est ça qui nous a animés. Alors aujourd'hui, on a 50 hectares, 25 hectares à 2. On est en polyculture élevage, c'était mon souhait. Il y a peut-être d'autres solutions que la polyculture élevage, mais effectivement, c'est très simple en polyculture élevage de réussir le challenge. Et on a des brebis. Alors tout le choix, moi, des différentes espèces et tout, c'est aussi des liens avec, et ça c'est important, des liens avec ses racines. Hein. Moi, je me suis rendu compte que finalement, je suivais mon grand-père, en fait, sans le savoir. Les moutons, il y avait des brebis sur la ferme, et j'ai des brebis. Et ça, je fais des légumes secs, et mon grand-père faisait des haricots secs. Et en fait, vous ne pouvez pas bien échapper à tout ça. Donc, quand vous êtes fils de anciens paysans il n'y a pas très très longtemps, et ça c'est quelque chose qui me nourrit beaucoup, parce que j'ai l'impression que ça donne beaucoup de sens à ce que je fais. Et aujourd'hui, donc, on a des brebis, de l'arboriculture, 3 hectares, multi-espèces, on fait un peu de tout. Donc abricots, pêche, figues, etc. Et grande culture, et poules pondeuses, et on est tout en autonomie alimentaire. C'est-à-dire que les animaux, on nourrit tous nos animaux avec ce qu'on produit, y compris nos poules, et on fait même notre reproduction de nos poules. Hein, on a 200 poules, et on fait nos poussins qu'on nourrit avec tout ce qu'on produit. Ça, c'est rare. C'est d'autant plus rare que c'est compliqué, en vrai. C'est compliqué, et pourquoi on a réussi? Parce qu'en fait, c'est la mise en place petit à petit de la ferme qui a fait qu'à un moment donné, on a eu des opportunités qui se sont créées et ça nous a permis à un moment donné de les saisir. Pour que vous compreniez, par exemple, on s'est mis à faire de l'huile, de tournesol, de colza, de caméline, et puis ça génère des tourteaux. Et ces tourteaux, en fait, vous comprenez très très rapidement que c'est de l'or, ces tourteaux, et que c'est la base de l'élevage d'aviculture pour en fait un certain type d'acides aminés qui sont dedans. D'accord ? Et ces acides aminés-là, quand vous les avez, vous, en fait, d'un seul coup, vous pouvez faire des poules. Et vous pouvez élever vos poules. Et ce n'est pas très compliqué, du coup. Alors que tous les autres éleveurs qui sont en filière spécialisée, ils sont dépendants de toutes les appros extérieures. Et c'est très compliqué d'être dépendant des appros extérieurs. Donc, on s'est mis dans ce système-là. Et aujourd'hui, la ferme fonctionne comme ça. Alors nous, on ne va pas se plaindre. Ça marche bien, on est à 2, on arrive à se rémunérer, on a une trésorerie qui est saine, on a une ferme qui fonctionne. Voilà. Et voilà, on ne gagne pas des milliards d'euros, mais suffisamment pour vivre correctement. Ça, c'est, on va dire, la partie un petit peu de notre projet. Ça a mis du temps, par contre, pour y arriver. Une ferme, c'est quelque chose qui est hyper long à monter. Et c'est là où la route est, la route est longue, quoi, hein. C'est aussi le temps de la restauration, finalement, qui est long. La restauration de la biodiversité, des écosystèmes. Alors, c'est aussi le temps de la restauration et là, on arrive vraiment dans le sujet c'est aussi le temps, c'est-à-dire qu'au début, effectivement, quand on a fait des choses, on n'a pas vu tout de suite. On a vu, quand on fait de l'écologie, on voit très très vite que quand on change les habitats, il y a des nouvelles espèces qui arrivent. Donc nous, quand on passe d'une parcelle de maïs à une parcelle qu'on divise en plusieurs parcelles dans lesquelles on fait des fourrages, du tournesol et qu'on commence à mettre des haies, forcément, il y a des réactions. Il y a des nouvelles espèces d'oiseaux qui arrivent. Mais ça, ce n'est pas quelque chose qui va être encore inscrit dans le temps sur lequel on va se dire, tiens, on a réussi le truc et on a réellement changé le truc. Sébastien, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, vous avez quantifié aujourd'hui? Alors maintenant, on a quantifié. Alors maintenant, nous, on est ultra fiers parce qu'en vrai, ce qui se passe sur la ferme, c'est absolument l'inverse de toutes les tendances qu'on observe sur les différents suivis du muséum. On les fait sur la ferme, et en fait, on a tous les résultats inverses. Alors, il y a des espèces pour lesquelles, malheureusement, ça ne joue pas à notre échelle. Par exemple, la disparition des hirondelles, aujourd'hui, c'est du national. C'est un peu comme le pigeon migrateur.
c'est des espèces, c'est des métapopulations, c'est hyper compliqué. Et vous pouvez avoir un habitat ultra accueillant pour les hirondelles. Aujourd'hui, il y a plus, chez nous, ça ne répond pas. C'est-à-dire qu'il y a des milliers d'hirondelles qui nous passent au-dessus de la tête chaque printemps. Il n'y en a pas une qui s'arrête. En gros, on a perdu les couples locaux. On a perdu la capacité à ces couples, à ce qu'on appelle la philopatrie, à revenir là où elles sont nées. Elles n'existent plus. Et donc, en fait, ce qui nous passe au-dessus de la tête, c'est des hirondelles allemandes, c'est des hirondelles tchèques, c'est des hirondelles... Je vais leur dire un mot. Voilà. Et donc, ce serait bien... Voilà. Et donc, ça, on n'a pas réussi. Par contre, les espèces pour lesquelles il reste encore un petit peu de fond, on parle des oiseaux, mais tu vois, là, la réponse, elle est extraordinaire. Et en fait, on se retrouve, pendant qu'on fait du moins 20, moins 30%, on se retrouve à du plus 30, plus 40, plus 50%. Les couples d'oiseaux, en termes d'effectifs, on est passé d'une trentaine d'individus à plusieurs centaines d'individus sur la ferme. Et ça, c'est pour toutes les espèces et pour tous les taxons. C'est-à-dire que on le fait, alors je vous invite, si ça vous intéresse, on a un site, parce qu'on a monté une association qui s'appelle Réensauvager la ferme, qui a pour vocation justement d'essayer de chiffrer, de comprendre un peu tout ce qu'on fait pour essayer de passer le truc, et aussi de réfléchir à comment on influe un changement au sein des paysans. Et du coup, tout ça c'est chiffré, tout ça c'est... Et vous allez voir que ces résultats, ils sont valables également pour tous les autres cortèges. Les papillons, c'est extraordinaire. Pour vous dire à quel point on peut être quand même optimiste à partir du moment où on se mouille un peu le maillot et on change un peu notre manière. Donc, vous voyez, je ne parle pas trop d'agriculture là. Je parle surtout de créer des espaces de partage. Parce qu'en vrai, quand on est paysan, on voit bien votre parcelle de tournesol que vous avez, c'est une parcelle, ben voilà, vous êtes là, vous faites du tournesol. Alors vous pouvez avoir des choses dans les tournesols. Dans les céréales, par exemple, on s'est engagé sur le retour des messicoles, les plantes des champs, là, vous savez, les tulipes sauvages, tous ces trucs extraordinaires, avec le concert botanique, ils nous ont donné des semences, qu'on ressème dans nos blés, etc. On se retrouve avec 35 espèces de messicoles dans le truc maintenant. C'est du délire, c'est génial. Là-dessus, vous pouvez... Mais globalement, les oiseaux, les papillons, les insectes, tout ce qui fait que, en fait, aujourd'hui, notre écosystème agricole devient un vrai écosystème, enfin, retrouve ses lettres de noblesse d'écosystème, il faut des espaces de partage. Les espaces de partage, c'est les endroits où vous ne passez pas, même si vous êtes en bio, avec votre bineuse. Parce que vous avez besoin de concurrencer le tournesol, de virer les adventices sauvages, pour éviter que, sinon, votre tournesol, faites laisser semer des haricots dans une prairie, vous allez voir ce qui se passe, pas grand-chose. Hein. Parce qu'ils ne savent pas faire. On cultive que des espèces pionnières, quasiment. Que des espèces qui ne supportent pas la concurrence. On hérite de ça. On hérite d'une agriculture de Mésopotamie. On est des cultivateurs des milieux ouverts, nous. Donc, on est obligé de faire avec ça. Donc, en fait, on est là-dedans, dans ce truc-là. Mais, aujourd'hui, on n'a pas encore trop chiffré, mais je pense qu'on partage plus de 10% de surface sur notre ferme, qui sont des surfaces vraiment dédiées à ce que l'écosystème refonctionne. Et c'est là où, en fait, on a fait une rencontre, il n'est pas dans la salle, mais tout à l'heure, je l'ai rencontré, d'un ami qui, moi, m'a changé ma vie. C'est la rencontre avec Baptiste Morisot, qui est donc... on a de la chance qu'il soit chez nous, et un jour, il est arrivé à la ferme en disant, voilà, moi, je travaille sur les questions de réensauvagement, et j'aimerais vraiment discuter avec toi de ces trucs-là. Et on a commencé à réfléchir à ce que voulait dire que, en tant que paysan, faire ce qu'on appelle du réensauvagement, utiliser ces termes de sauvage, qui ne sont pas des termes d'écologues, en fait, qui ne sont pas des termes de naturalistes, qui sont des termes plutôt de philosophes, mais qui, en fait, nous ont complètement libérés, en fait. Parce qu'en fait, le changement de posture, il a été important. Quand vous faites de la protection des cultures, vous avez un problème, une solution. Voilà, une molécule en face, quelque chose, une molécule pour gérer un problème d'un papillon qui vous embête dans vos pommes ou je ne sais pas quoi. Quand vous réfléchissez plutôt sur des termes de sauvage, en fait, vous sortez de ça et vous essayez de réfléchir de manière beaucoup plus globale et finalement de vous dire, et si on faisait un tout petit peu confiance à une règle en écologie qui s'appelle l'antagonisme. La règle d'écologie d'antagonisme, c'est les écosystèmes, c'est que plus vous avez d'espèces, plus vous avez de niches écologiques, et moins il y a des espèces qui dominent. Et nous, notre milieu agricole, c'est tellement un milieu qui est simplifié par nos pratiques, qu'effectivement, on a tout le temps des espèces qui dominent, qui explosent, parce que c'est tapis rouge, quoi.
Donc si on leur complexifiait un peu le système là, et qu'on leur apportait un petit peu de la robustesse, et qu'on leur apporte un petit peu des capacités à éviter que le Carpocaps dans les pommiers, il domine parce qu'il n'y a que ce papillon. Et donc comment on fait pour ça? Il faut y aller, il faut mettre des mares, mettre tout ça, mais les mettre de façon importante, significative. Là, sur la ferme, aujourd'hui, on a 18 mares. 18 mares, ça fait 18 mares, donc des grosses mares, hein, ça a totalement changé l'espace et la capacité aux espèces de venir et de s'exprimer. 18 mares, ça a produit quoi? Pendant très longtemps, on avait 1 ou 2 mares, comme beaucoup de fermes. C'est le premier truc qu'on fait, on fait des mares. Nous, les paysans naturalistes ou autres, on est fascinés par les mares, donc on fait des mares. Voilà. Donc on fait 1 mare, 2 mares, on voit 3 libellules qui volent. Mais on s'est dit, mais si on y allait fort, quoi. 1 mare à l'hectare. Donc sur une zone de 17 hectares, on a mis 1 mare à l'hectare. Qu'est-ce que ça produit? Eh bien, vous savez ce que ça produit, 1 mare à l'hectare? Ça produit en 3 ans, vous avez 50% des espèces de libellules françaises sur votre ferme. Ça a produit ça. Et ça, même si dans la Drôme c'est riche, c'est extraordinaire. Et ça, vous pouvez le faire sur les papillons de jour. On a fait pareil. Les papillons de jour, ils vont très très mal dans la plaine. On a fait avec donc les potentialités de la vallée du Rhône. Eh bien, c'est pareil. Aujourd'hui, on a 80% des espèces de papillons de jour potentiellement présentes dans cette zone biogéographique, présentes sur la ferme. Et je peux vous dire, ce qu'on a fait, c'est pas grand-chose. C'est des bandes enherbées, des haies, mais c'est changer notre rapport à tout ça, quoi. C'est-à-dire que nous, paysans, il faut savoir un truc, et puis je terminerai par ça peut-être, il faut savoir un truc, c'est qu'on hérite quand même une sacrée culture, là, cette culture judéo-chrétienne qui nous explique qu'il faut faire propre en permanence et qu'on est jugé là-dessus. Il faut que nos bandes enherbées, elles soient tondues. Il faut que nos haies, il n'y ait pas de ronces, qu'elles soient taillées, qu'elles soient élaguées. Et je peux vous dire que nous, en laissant des haies, parce que ça veut dire quoi du coup réensauvagement paysan? Vous êtes mort de rire, ce que ça veut dire. Vous n'êtes pas dans le réensauvagement des montagnes, le wilderness ou des choses comme ça. Vous êtes de dire, vous plantez une haie, vous la laissez tranquille, cette haie. Vous lui foutez la haie, vous foutez la paix. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Toutes les successions se mettent en place. Et notamment, la première succession qui se met en place dans une haie que vous plantez, c'est la fruticée, c'est la succession des ronces. Et là, vous avez d'un seul coup, tout le monde vous juge. Tous les anciens voisins sont là et vous disent, mais qu'est-ce que tu fous là? Qu'est-ce que tu fous avec... Et ça nous a valu qu'on ne puisse pas reprendre des terres. Hein. On s'est opposé parce qu'on laissait pousser les ronces. Et vous voyez à quel point notre héritage culturel est déterminant sur notre capacité à agir sur les écosystèmes et à laisser fonctionner. Voilà. Merci Sébastien. Je vais passer la parole à Thierry Caquet. Je rappelle donc qu'il nous vient de l'INRAE, qu'il est vice-président de l'institution chargé des coopérations internationales, mais qu'il est d'abord, dans ses gènes, écologue et écotoxicologue. Thierry, quel regard vous portez sur toutes ces expériences d'abord, et puis après je vous laisserai nous parler du tournant de la science. Oui, je pense qu'on peut rentrer même par la science, parce que pour moi l'écologie est une science, hein, et ça a été, je parle dans le micro beaucoup plus près. Alors, je pense que moi tout ce que j'ai entendu là, me conforte dans une vision que je porte depuis quand même assez longtemps, c'est que l'opposition qui a été construite entre l'écologie et l'agronomie, et dans l'école française de l'agronomie, on est pour partie responsable, elle part d'un malentendu complet, qui est de dire finalement l'agrobiodiversité, donc la biodiversité qui nous intéresse lorsqu'on veut produire, que ce soit du végétal, de l'animal, elle n'est pas compatible avec finalement la biodiversité spontanée, et qu'il faut à tout prix chercher à isoler ce que l'on veut cultiver ou élever pour finalement s'affranchir d'interactions négatives. Et si on pouvait se débarrasser complètement de la biodiversité spontanée, ce serait encore mieux. Et c'est un peu comme ça que le modèle s'est développé, avec l'idée qu'en sélectionnant les meilleurs
les meilleurs génotypes, végétaux ou animaux, en les isolant finalement d'un certain nombre de compétiteurs, en leur donnant accès à des ressources, ça a été évoqué, des éléments nutritifs abondants, de l'eau, en les protégeant d'un certain nombre d'interactions, eh bien on allait avoir une activité de production efficace, ça c'est sûr, à un moment donné, en tout cas au début, et puis tout allait bien se passer. Et en fait, cette dichotomie, elle est née à peu près à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle. Et dès en fait, les années 20, les années 30, certains se sont dit, mais finalement, est-ce qu'on n'est pas en train d'aller dans une mauvaise direction? Et le terme d'agroécologie, que certains ont déjà utilisé, et que j'utilise moi-même, et c'est quelque chose que je revendique, il est né dans les années 30, en fait. Par des chercheurs russes, c'est passé un peu aux États-Unis, puis ça a été un peu perdu de vue en tant que discipline, et c'est revenu finalement sur le devant de la scène beaucoup plus récemment, d'abord par des mouvements d'agriculture paysanne, qui ne revendiquaient pas le terme d'agroécologie, mais plutôt des pratiques qui soient des pratiques basées sur la connaissance qu'on a des milieux. Qu'est-ce que l'on peut faire à tel endroit? Qu'est-ce que permet le sol? Qu'est-ce que permet le climat local? Comment on peut finalement combiner des espèces diversifiées? Et finalement, c'est né finalement des pratiques de terrain dans beaucoup de pays, notamment en Amérique du Sud, Amérique centrale. Et puis finalement, les écologues se sont dit, mais scientifiques, mais finalement, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut dire du fonctionnement des agroécosystèmes, des prairies, par exemple. Les prairies, c'est magnifique, prairies spontanées, enfin en tout cas, qui peuvent être entretenues par l'agriculture, pour du pâturage, pour de la fauche. Mais finalement, ces milieux, c'est des milieux extrêmement complexes, extrêmement divers, avec beaucoup d'interactions biologiques qui se développent là-dedans, qui sont au cœur de l'écologie. Alors, on parlait d'antagonisme, ça peut être au contraire des fois du mutualisme, des espèces qui ont besoin l'une de l'autre, de la symbiose. Et finalement, de se dire, mais si je mets en œuvre ces principes de l'écologie, ces lois de l'écologie, dans un modèle où je veux produire de la biomasse, qu'elle soit animale ou végétale, comment ça réinterroge la vision de ce que doit être l'agriculture, de ce que peut être l'agriculture. Et donc ça fait rentrer la science dans l'agroécologie, qui combine donc des pratiques, j'allais dire, empiriques, des principes scientifiques, et puis le troisième volet, qui est un volet, alors, ça a été un peu abordé, mais je pense qu'on pourrait y revenir, même si le temps file très vite, qui est aussi le volet social de tout ça. C'est que finalement, l'acte de production agricole, ce n'est pas un acte isolé de la société, c'est aussi l'échange avec les pairs. Alors, j'ai entendu la pression des voisins sur la salissure des parcelles, des choses comme ça. Mais mine de rien, le partage d'expérience, c'est aussi quelque chose, la cohésion collective est aussi très importante. Et finalement, l'agroécologie, en tout cas telle qu'on peut l'apporter dans un établissement comme INRAE, et telle que finalement on l'apportait au niveau national et international, y compris au niveau de la FAO, c'est de se dire on a besoin de connaissances empiriques, on a besoin des savoirs des agriculteurs eux-mêmes, on a besoin de la connaissance scientifique, et il faut mettre une couche très importante de mise en commun pour faire système autour de l'agroécologie. Et ce que j'ai entendu comme témoignage, moi, c'est des exemples qui montrent bien que si on veut aller dans un monde où la production agricole est de moins en moins dépendante, voire non dépendante des intrants phytosanitaires ou des pesticides, eh bien, il faut de la diversification. Ce n'est pas une production, une monoculture. Il faut de la diversification aussi au niveau de l'exploitation, recoupler l'animal et le végétal. C'est quelque chose, alors la polyculture élevage est un modèle qui en France était très très répandu et qui, après les années 60, 50, 60, a eu tendance à vraiment fortement décroître avec une hyper-spécialisation de certaines régions de France dans les productions végétales. Alors tout le monde parle de la Beauce, la Brie, mais ce n'est pas le Hauts-de-France. Il y a beaucoup d'endroits où on a spécialisé sur les grandes cultures, avec des raisons qui à l'époque étaient vraisemblablement très bonnes, mais qui ne résistent pas à l'analyse, je dirais, des faits et surtout au climat qui vient, qui va nous poser plein de problèmes. Et réconcilier ou recoupler l'animal et le végétal, c'est permettre une fertilisation organique, comme on le fait en bio. Mais on peut faire ce recouplage même si on n'est pas en bio. Il y a d'autres contraintes, ça a été dit sur les certifications. Mais en tout cas, de sortir de la dépendance à des intrants de synthèse, dont on a vu le très fort poids économique sur l'agriculture avec la guerre en Ukraine et l'envolée du prix des intrants, donc des fertilisants de synthèse, c'est quand même quelque part du bon sens. Autre dimension, le sol, ça a été très bien dit. Le sol, c'est vraiment le support de toute la vie qu'on va mobiliser, notamment pour la production agricole, mais pas uniquement. Et en fait, pendant un bon moment, on a considéré que le sol, c'était un substrat plus ou moins inerte, c'était un support de culture, et puis on apportait ce dont on avait besoin, de l'azote, du phosphore, du potassium, de l'eau. Et en fait, non, le sol, un sol en bonne santé, le concept de santé des sols, on peut en discuter pendant des heures, mais un sol qui fonctionne bien, c'est un sol qui retient mieux l'eau,
parle beaucoup d'inondations, on parle beaucoup de sécheresse, mais si finalement l'eau qui arrive, à un moment donné, elle s'infiltre plus facilement, elle est stockée sous nos pieds, c'est le meilleur stockage qu'on puisse imaginer. Et donc ça permet d'avoir une certaine résilience par rapport aux aléas climatiques. Donc ces notions de résilience liées au sol en bonne santé, c'est quelque chose qu'il faut à tout prix embarquer dans la transformation de notre agriculture. Et puis sur l'eau, c'est la même chose. L'eau, c'est un bien précieux. On a besoin d'eau en agriculture, mais pas que. Les milieux naturels ont besoin d'eau. J'ai bien aimé l'exemple des mares et finalement c'est des choses qu'on teste nous aussi pas très loin, à Gautron, sur un verger expérimental, où finalement de réintroduire de l'hétérogénéité dans le paysage, ça contribue à la lutte, j'allais dire naturelle, contre certains ennemis des cultures. Donc on est vraiment dans une logique de revisite de ces paradigmes de la production agricole. Et pour faire le lien avec quelque chose qu'on avait évoqué en préparant cette table ronde, c'est un partage d'expérience aussi international. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur une problématique qui concerne que la France, on l'a bien dit, on est sur une vision mondiale, on est sur l'envie de transformer non pas simplement la production agricole, mais les systèmes alimentaires, qui sont, il faut bien le dire, au niveau international, pas de très bonne santé. Je vais prendre un simple exemple. À l'heure actuelle, la malnutrition ou l'accès à une nourriture de bonne qualité est de plus en plus compliqué, cet accès. On avait pensé il y a 5-10 ans que finalement le nombre de personnes qui souffraient de la faim dans le monde était en bonne voie de diminution. Depuis 5 ans, ça réaugmente très fort pour différentes raisons. Et dans le même temps, on est toujours dans des pertes et gaspillages de la production alimentaire de 30% au niveau mondial. Donc on a vraiment des paradoxes qu'on n'arrive pas à résoudre. Et quand on parle d'échanges de pratiques, c'est des choses qu'on essaie de faire avec nos collègues du CIRAD, donc qui est un autre organisme de recherche français, avec nos collègues africains, dans une vision de transformation de l'agriculture et des systèmes alimentaires avec la recherche en Afrique, et non pas pour l'Afrique. C'est très important, de retirer de l'expérience de ce qui se fait dans un grand nombre de pays. Parce que la production, finalement, face à des ennemis des cultures, face à des aléas climatiques, eh bien, ce problème-là, on le retrouve partout dans le monde. Et donc, on s'inspire mutuellement de ce que font nos collègues, de ce qu'on peut faire nous, qu'on peut transférer. Et l'idée, c'est vraiment de co-construire des systèmes alimentaires qui soient basés sur le minimum d'intrants de synthèse. Et si on peut se passer des produits phytosanitaires, eh bien, on s'en passe. Même chose pour les intrants de type engrais. Et tout ça, ça veut dire qu'il faut être capable aussi de faire, je dirais, de dépasser ou de faire sauter certains verrous. Alors, il y a des verrous économiques, ça on le sait. Il y a des verrous culturels, j'aime bien ça aussi, parce que de se dire, on a toujours fait comme ça. Alors d'abord, c'est pas vrai, mais c'est souvent ce qu'on entend. Et en fait, non, on peut faire autrement. Et simplement, il faut oser expérimenter. Il faut oser tester des choses. Ce qu'on peut faire, nous, dans un organisme de recherche comme INRAE, nous avons des fermes expérimentales où on teste. On parle d'agroécologie. On a passé un domaine donc, en Bourgogne, 140 hectares, où il n'y a plus d'utilisation de produits phyto, et on teste des options d'agroécologie, alors à l'échelle presque d'un paysage. Alors c'est risqué, alors on peut se le permettre, puisqu'on est un établissement public et on n'a pas d'objectif économique. On ne fait pas n'importe quoi avec votre argent, rassurez-vous, mais on fait en sorte que ça soit utilisé le mieux possible et de faire venir des agriculteurs qui viennent s'inspirer de ce que l'on fait. On fait la même chose dans la région toulousaine sur l'agriculture de conservation des sols. Le bio et l'agriculture de conservation, des fois on dit c'est deux frères ennemis, ou je ne sais pas comment on doit dire, mais on essaie de voir est-ce qu'on ne peut pas développer de l'agriculture biologique de conservation des sols. Alors, il y a des tests, on teste ça avec des agriculteurs. Donc c'est vraiment le partage de la connaissance et de l'expérience qui est au cœur. Simplement, pour éclairer, parce que tout le monde n'est pas forcément au fait des pratiques agricoles, oui. Entre la bio et la conservation des sols, il y a deux choses qui fâchent. La conservation des sols ne laboure pas, les bio peuvent labourer, voilà. Mais la conservation des sols sur ces couverts végétaux a souvent recours au glyphosate pour les éliminer. Voilà, c'est exactement. Je fais pas le procès ni de l'un ni de l'autre, j'ai simplement ces deux mondes qui ne se parlent pas ou qui s'entendent peu. Or, on peut trouver peut-être des points de rencontre pour que chacun garde ses fondamentaux, mais arrive à avancer dans la bonne direction. Et je terminerai peut-être, parce que je ne veux pas être trop long, on a déjà été très long, sur un point qui est de dire que, et ça a été dit par plusieurs, le côté échange, le côté collectif, c'est vraiment fondamental. Ça peut être des aventures collectives, ça a été très bien décrit par Noémie. Il ne faut pas qu'on oppose ceux qui auraient un projet plus individuel à ceux qui ont des projets collectifs. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Il faut vraiment accepter gérer la diversité aussi de certains modèles agricoles, en évitant des modèles dont on sait qu'ils sont quand même à l'origine d'un grand nombre de problèmes à la fois environnementaux, mais aussi économiques, puisque des modèles hyper spécialisés sont souvent des modèles fragiles
Et là, on retrouve un peu la notion d'écologie. Quand on est une seule espèce très bien adaptée à un milieu, si survient une catastrophe, on n'est pas très résilient et en général, ces espèces-là sont très fortement menacées. Et je m'arrêterai là. Je pense, vu l'horloge, on ne va pas faire un deuxième tour de parole, mais vous avez compris que de manière sous-jacente, il y avait aussi l'arrivée du climat. Vous en avez tous parlé du réchauffement climatique, et je pense que vous déduisez aussi que la meilleure des réponses au réchauffement climatique, qui n'est pas une crise, mais qui est une dynamique à laquelle il va falloir s'adapter. Hein. C'est plus une crise. Une crise, ça suppose qu'on on la résout en revenant à un état antérieur. On a changé de paradigme, on a changé définitivement la dynamique de la Terre avec le changement climatique à l'œuvre, et qu'il faut donc non pas le penser en termes de solutions techniques qui allaient tout résoudre. Il faut arriver avec intelligence à s'adapter, à se mettre dans la dynamique. Ça suppose donc ce que disait Thierry, d'expérimenter un maximum, et ce que disait l'ensemble des autres intervenants, le meilleur outil, c'est encore l'agroécologie dans toute sa diversité, que ce soit de l'agroforesterie, de la bio, etc. Voilà, et oui, et puis on passe... Je pense que c'est un message que j'essaye de passer à chaque fois que j'interviens, et j'interviens souvent sur ces questions, notamment par rapport au changement climatique. C'est qu'il ne faut pas penser que l'adaptation de l'agriculture et de nos sociétés, mais notamment de l'agriculture ici, est du ressort uniquement des agriculteurs et des paysans. C'est l'ensemble de la société qui doit bouger. Ce serait un leurre de se dire, eux, ils vont faire l'effort et ça va marcher. Donc, c'est vraiment une analyse globale du système alimentaire et de notre rôle en tant que consommateur, globalement. Donc on doit être des consommateurs. Alors la formule est un peu vieille, mais n'empêche que ça marche à partir du moment où il y a un partage de l'information et un partage de la vision collective. Et effectivement, sans adaptation, mais sans oublier l'atténuation du changement climatique, et là l'agriculture a joué un rôle potentiellement très important, c'est clair que les catastrophes à venir vont être d'une ampleur totalement méconnue jusqu'à présent, en tout cas dans un passé récent. Eh bien, on va passer la parole à ceux qui vont changer le contenu de leur assiette pour permettre à une agriculture respectueuse du vivant de se développer. Alors, vous avez des micros devant vous. On va... Alors, un par un. Il y a plein de mains. Non, vous appuyez, vous posez votre question. Si je peux poser ma question. Et si vous voulez l'adresser à quelqu'un en particulier, vous le dites aussi. Sinon, je vais distribuer la parole. Oui. Alors, une question qui est d'abord un petit témoignage. Je voudrais vous rappeler le souvenir de Dédé Renoux, paysan à Changy-sur-Marne. Comme le disait donc Sébastien, mon père était agriculteur aussi, et Dédé Renoux, c'était celui qui avait les terrains dégueulasses. C'était celui qui laissait les haies, c'était celui qui n'utilisait pas de pesticides, c'était celui qui... voilà. Et pour nous, agriculteurs, franchement, la ferme de Dédé Renoux, elle était dégueulasse et c'était une honte quand on passait à côté. Mais par contre, Dédé Renoux, c'était celui qui gagnait le mieux sa vie du village. C'est celui qui est parti sans avoir de dette parce que justement il avait une agriculture respectueuse du vivant sans pesticides. C'était déjà possible donc dans les années 70-80 et il n'avait pas fait Sciences Po, mais en attendant, sans avoir fait des Sciences Po ou AgroParisTech, il gagnait plus d'argent que les autres parce qu'il avait une agriculture respectueuse du vivant et voilà. C'est possible sans avoir fait des grandes écoles. Voilà. Merci pour le témoignage. Ça me fait penser à André Pochon en Bretagne aussi. Si je peux avancer avec ma question, donc vous avez effectivement parlé à plusieurs reprises donc de la polyculture. Merci Sébastien, on est dans la Drôme aussi. Fabricant de toilettes sans eau, on est tous ici des consommateurs et on a une responsabilité, mais on est aussi des animaux. Et l'humanité présente aujourd'hui un tiers de la masse des mammifères sur cette planète, à peu près. Et à ce titre-là, à travers le retour, donc Didier parlait effectivement de la qualité des sols, évidemment, essentielle, mais un sol qui est en bonne santé, on l'évalue souvent au carbone aussi, qui est dans ce sol. À quel moment, alors peut-être que ma question s'adresse plutôt à Thierry, mais également à Didier et à Sébastien pour la culture,
Donc pour Didier et Sébastien, utilisez-vous des matières fécales humaines? Quels freins y voyez-vous dans vos pratiques? Et pour Thierry, à quand des expérimentations? Alors l'INRAE a certains projets sur l'urine, à quand sur le carbone? Qui veut répondre au premier? Sébastien. Alors non, nous on n'utilise pas. Après, nous aujourd'hui, notre projet, je pense que c'est quelque chose que je voulais dire aussi, que j'ai pas, mais qui est en lien avec ça. Je pense que la question de notre avenir, c'est aussi de réfléchir à quelle référence on se raccroche, quoi. Parce qu'aujourd'hui, les référentiels de rendement qui font que on est tous comme des fous, c'est des rendements qui sont basés sur l'agriculture chimique, d'accord? Un blé qui fait 80 quintaux à l'hectare, en vrai, c'est pas possible autrement que de cette manière-là. Et les blés, ça ne fait un blé qui est avec les ressources du sol, donc du coup des questions de fertilité naturelle, c'est des blés qui sont naturellement, qui font 20-30 quintaux. Et après se pose du coup une deuxième question, c'est est-ce qu'avec ça, on est capable d'avoir suffisamment de production pour alimenter avec les fermes? Et la réponse, elle est aujourd'hui donnée par tous les experts. Oui, aucune difficulté. L'agriculture qui produit 80 quintaux nourrit pas plus le monde que l'agriculture qui produit en réalité avec des équilibres du sol. Et donc du coup, nous, sur la question de la fertilité du sol, on est comme toi, on est sur les potentialités de notre sol. C'est-à-dire qu'en gros, on travaille en système circulaire. Notre azote est remobilisé par des engrais verts et le fumier de nos animaux. Et le potasse et le phosphore, c'est les potasses et le phosphore de notre sol. En fait, c'est ce que les paysans ont fait pendant 10 000 ans, quoi, en gros. Hein. Et donc voilà, on ne veut pas être des marathoniens à courir comme des fous et à ne pouvoir vivre que parce qu'on fait 80 quintaux, 200 quintaux, 150 quintaux de maïs, ou etc. Et ça me semble vraiment fondamental. Merci Thierry. Alors, sur le rythme, effectivement, des essais sont en cours. On a fait des simulations avec nos collègues de Paris-Saclay et d'AgroParisTech aussi. Donc ça, c'est en cours. Pour moi, on fait aussi des choses sur la réutilisation des eaux usées traitées sortant de stations d'épuration pour l'irrigation. Ils sont en forme de fertirrigation, parce qu'on apporte aussi des éléments nutritifs. Pour moi, je pense, et alors je ne suis pas spécialiste totalement de la question, mais le fait d'utiliser des fesses d'origine humaine, pourquoi pas? C'est ce qu'on fait dans certains pays. L'aquaculture intégrée dans les pays du sud-est asiatique, c'est exactement ça. Les latrines alimentent finalement les étangs dans lesquels on élève des pangas que vous retrouvez peut-être au supermarché du coin sous forme de filet. Je passe au passage. Après, il y a une question vraiment de sécurité sanitaire qui pour moi est essentielle. Il suffit de se souvenir qu'à la fin du 19e siècle, à Paris, il y a encore une épidémie de choléra. Alors vous allez me dire c'est vieux, c'est pas si vieux que ça, parce qu'à l'époque, les égouts alimentaient les champs d'épandage là où est HR maintenant, où on faisait de la culture maraîchère. Donc, il y a quand même des précautions à prendre si on doit utiliser ces produits-là. Allez-y. Bonjour, Birte Janssen, je suis journaliste femme, j'organise aussi un colloque sur la biodiversité dans le vignoble. Et donc, à force de rencontrer des vignerons, je vois surtout, ouais, effectivement, vous n'êtes pas vigneron, mais je fais beaucoup de parallèles. De toute façon, c'est des agriculteurs aussi, comme vous. Je vois surtout deux choses. C'est déjà, il y a pas mal de discussions. Est-ce que je change en bio? Est-ce que je reste en conventionnel, etc. Ce que je vois, c'est beaucoup d'insécurité par rapport à cette question-là. Ça veut dire que les gens se posent la question parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues qui circulent, qui disent que si tu passes en bio, tu vas perdre 25%, 30%, 50% de ta récolte. Et effectivement, chaque exploitant se pose alors justement la question, comment je vais faire pour survivre? Et même si ce n'est pas le cas, et s'il y a des contre-exemples, ce que je vois surtout, ce qui manque très souvent à l'intérieur de la viticulture, mais ça doit manquer aussi à l'intérieur de l'agriculture, c'est un échange d'expérience. Et en fait, je voulais savoir justement de Madame Calais et de Monsieur Blache et aussi de Monsieur Delaporte, est-ce que vous prenez votre bâton de pèlerinage justement aussi pour à l'intérieur de la filière avec des gens qui ça vous concerne, qui ont les mêmes métiers que vous, justement pour aider à enlever tous ces freins psychologiques en fait qui existent réellement à l'intérieur des filières pour que la transition soit plus rapide. Parce que je pense que
au-delà de toutes les études qui peuvent être faites, publiées, etc., c'est surtout l'expérience aussi qui montre que c'est possible. Donc, est-ce que vous êtes engagé aussi beaucoup là-dedans? Je sais que vous écrivez, etc. Probablement pour vous, c'est normal, mais j'ai quand même l'impression que ça n'a pas fait suffisamment à l'intérieur des filières. Oui, il y a les livres, il y a le fait qu'on est tous là ici, et puis Alain voulait ajouter quelque chose? Oui, juste sur le plan économique, pour la vigne, rassurez-vous, avec les 200% de taxes Trump, il n'y a plus de problème, hein. Vous ne le vendez plus le vin. Donc, cherchez pas à quelques centimes près. Ils n'exportent pas tous aux États-Unis, heureusement. Oui, mais il y a beaucoup de réseaux de pairs comme les GAB ou les CIVAM qui sont implantés sur les territoires et qui sont des espaces extrêmement importants pour échanger avec les professionnels autour de nous qui font le même métier, qui partagent le même territoire, donc les mêmes contraintes climatiques, contraintes de sol, etc. Donc oui, ces échanges-là existent et c'est encore mieux quand ils sont pilotés par des structures qui, désolé de toujours plomber l'ambiance, mais qui ont un peu de manque de financement en ce moment. Par exemple, chez nous, dans le Gers, hein, bon, tout va bien au quotidien, mais en fait, le GAB vient de faire faillite, malheureusement. Donc, comment va-t-on faire pour se réunir entre pairs et trouver des solutions très concrètes aux problématiques qu'on partage? Encore un petit enjeu, un petit défi à relever. Et la problématique de la pérennité de l'agriculture bio tient aussi aux politiques publiques. Il n'y a plus d'aide au maintien à l'agriculture biologique depuis quelques années. Donc, en fait, on a juste 5 ans avec des aides à la bio pour la conversion. Et au moment où notre écosystème commence à nous rendre l'appareil, mais où on a encore besoin de soutien, bam, on n'a plus ces aides-là. Et il y a depuis, je ne sais plus si c'est 1 an ou 2, l'éco-régime aussi, qui en fait est tellement peu exigeant que quasiment tous les agriculteurs peuvent l'avoir sans avoir besoin de faire de changements importants sur leur modèle de production. Je vais faire plein de déçus là. On doit laisser la salle au suivant. On me demande de résumer un petit peu ce qui s'est dit. J'ai pris des petites notes au fur et à mesure que nos témoins partageaient leur savoir. Si je retiens comme ça, l'essentiel, c'est que tout ce qu'on produit est peu ou prou lié au sauvage, que le sol a une importance capitale. Le mot de partage revient tout le temps, que ce soit le partage de l'espace, mais que ça soit aussi le partage d'expérience. À dose égale, l'antagonisme et le mutualisme à l'œuvre à l'échelle de la ferme, finalement une pensée de la ferme comme un écosystème, ce qui n'a jamais été le cas dans la manière dont elle est enseignée. La pensée aussi en système agroalimentaire, c'est-à-dire qu'il n'est plus question de laisser chacun dans sa case, mais de voir toute la chaîne finalement de la nourriture. Et puis les verrous qui sont économiques, qui sont culturels, qui sont aussi philosophiques, c'est-à-dire que dès l'instant qu'on suit tous les témoins, on s'aperçoit qu'il faut changer de regard, le regard qu'on porte sur notre environnement, et que c'est pas du tout pareil de voir la ferme comme une zone simplement de production alimentaire et de la voir comme le cœur d'un écosystème qui est le médiateur finalement pour toute la société avec le reste de la nature. Voilà, je crois que c'est à peu près ça. J'espère que j'ai pas trahi votre pensée. Je rajouterai quelque chose qui m'est entre guillemets plus personnel, parce que je jette cette question-là, c'est simplement une question à tout le monde partout sur cette problématique. On a besoin de discuter si on veut emmener tout le monde, et Thierry Cacquel soulignait, il faut emmener tout le monde par rapport à ce qui nous arrive qui est finalement le fruit de nos erreurs et de nos errances avec le climat et la chute de la biodiversité. Pour emmener tout le monde, il faut accepter de discuter avec les gens qui ne font pas comme nous. Il faut tendre la main. Il faut tendre la main avec des solutions. On les a, les solutions. La science en porte. Et il faut des lieux. C'est les territoires. Et sur les territoires, il y a quelque chose qui existe. C'est pas la peine d'en créer d'autres. Ça s'appelle les chambres d'agriculture. On pourrait peut-être faire une grande pression pour ouvrir les chambres d'agriculture et les transformer en parlement de la nourriture et de la nature. Voilà. Merci à vous tous.